Patrick Seas du film Dirty Dancing semblait tout avoir. Mais à 57 ans, il a finalement brisé le silence sur la sombre vérité derrière son image parfaite. Son mariage parfait était bâti sur des mensonges. Son enfance a été remplie de violences que personne ne soupçonnait. Et sa mort n'était pas seulement de la malchance. 2009, alors que le cancer ravageait son corps, Patrick a finalement avoué les secrets qu'il avait gardés pendant 40 ans. Les révélations ne se sont pas arrêtées là. Après sa mort, des vérités encore plus sombres ont émergé sur l'homme derrière les films. Patrick Seas est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Il était le deuxième de 5 enfants. Sa mère, Patty, était une professeure de danse puissante et exigeante. Son père, Jesse, était un homme calme qui travaillait comme dessinateur technique. La maison était toujours pleine de mouvements, d'émotions et de grandes attentes. Dès son jeune âge, Patrick a dû faire face à la pression. L'obsession de sa mère pour la perfection contrôlait la famille. Son père essayait de l'équilibrer, mais la forte volonté de Pat l'emportait généralement. Les Seas vivaient dans un quartier de classe moyenne appelé Oak Forest. Patrick est allé dans plusieurs écoles et était bon dans les sports et les arts. Son monde était rempli d'amour et de chaos. La discipline stricte de sa mère l'a façonné d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais vue. Ce n'était pas seulement de l'amour dur. Selon sa femme, Lisa, et son frère Don, Patty pouvait être physiquement violente. Le jour de son 18e anniversaire, elle l'a frappé lors d'une dispute. Cette fois-là à Sunday, Jesse est intervenu et l'a averti qu'il la quitterait si elle recommençait. Après cela, les abus physiques ont cessé, mais les cicatrices émotionnelles sont restées. Lisa a dit un jour que la famille était piégée dans un cycle de douleur qui avait commencé avec l'enfance de Patsy. Même après que les coups aient cessé, la pression d'être parfait n'a jamais diminué. Patrick n'a pas parlé publiquement avant le décès de sa mère 2013. Il a avoué plus tard que la douleur l'avait aidé à survivre dans le monde impitoyable du show business. Au lycée, Patrick était une étoile montante du football américain. Les gens croyaient qu'il pourrait aller loin avec une bourse d'études. Il était rapide, fort et connu dans toute Houston pour sa performance sous les feux du vendredi soir. Il s'entraînait également gymnastique et patinage artistique. Son énergie semblait inépuisable, mais tout a changé lors d'un match lorsqu'il est entré collision avec un autre joueur. Sa jambe s'est pliée dans le mauvais sens. C'était si grave que les médecins ont pensé qu'il pourrait devoir l'amputer. Il a été absent pendant des mois, confronté à la douleur et à la peur. La blessure a brisé ses rêves sportifs et l'a laissé briser intérieurement. Il l'a un jour qualifié de la mort de la personne qu'il pensait devenir. Le football étant terminé, sa seule option était de retourner à la danse. Ce n'était pas quelque chose qu'il aimait. Il se sentait embarrassé. Au début des années 70, les adolescents au Texas ne rêvaient pas vraiment de ballet, mais le studio de sa mère est devenu son centre de réadaptation. Il passait des heures, chaque jour, à essayer de se remettre forme. Les autres élèves se moquaient de lui. À l'intérieur, il luttait contre la honte, la colère et le ressentiment. Pourtant, il a continué. La danse l'a aidé à se rétablir physiquement, mais elle lui a aussi donné un nouveau but. Il s'est ensuite entraîné aux écoles de ballet Harkness et Joffrey à New York. Son genou n'a jamais complètement guéri et la blessure est revenue encore et encore. Finalement, cela l'a forcé à arrêter de danser, mais à ce moment-là, le métier d'acteur était entré jeu. Sans la danse, il n'aurait peut-être jamais trouvé cette voie. À seulement 20 ans, Patrick a déménagé à New York avec très peu d'argent. Il s'est inscrit dans les meilleures écoles de ballet, espérant un avenir dans le spectacle. Il vivait dans des appartements délabrés et ne savait parfois pas d'où viendrait son prochain repas. De vieilles blessures de football lui causaient une douleur constante. Il devait souvent se faire drainer du liquide de son genou juste pour danser un jour de plus. Ce furent des années de pauvreté, de lutte et de doute de soi. Mais il n'a pas abandonné. Il a appris à vivre avec la douleur et à aller de l'avant malgré tout.
Son premier grand travail est arrivé sous la forme d'un spectacle sur glace itinérant appelé Disney on Parade. Il a été choisi pour jouer le prince charmant. Cela semblait glamour, mais la réalité était loin de l'être. Il gagnait très peu d'argent et partait tourner sans arrêt. Il dormait dans des motels partagés et se produisait dans des arènes de petites villes. Le costume scintillait, mais la vie sur la route était difficile. Pourtant, c'était une chance de se produire. Une de ses co-stars, étonnamment, était une jeune Michelle Pfeiffer. Ce travail ne l'a pas rendue célèbre, mais il lui a donné confiance et discipline. Il a finalement décroché le rôle de Danny Zuko dans la comédie musicale de Broadway Grease. C'était une étape importante, mais aussi une déception. Il n'était qu'un remplaçant et n'a pas duré longtemps. D'autres, comme John Travolta, ont connu une grande célébrité. Pour Patrick, c'était un rappel brutal que l'obtention du rôle ne signifiait pas le conserver. Pourtant, le rejet ne l'a pas arrêté. Au contraire, cela l'a rendu plus déterminé à prouver qu'il avait ce qu'il fallait pour être une star. L'habitude de Patrick de prendre des risques physiques a commencé tôt et ne s'est jamais arrêtée. Il adorait faire ses propres cascades dans les films. Ce choix lui a valu des blessures et des visites à l'hôpital, mais aussi du respect. Sur le plateau de Roadhouse, il a insisté pour faire toutes les scènes de combat lui-même, même si cela a gravement endommagé son genou. Pendant Point Break, il a fait plus de 30 véritables sauts parachute contre la volonté du studio. À un moment donné, les producteurs ont dû intervenir et lui interdire de faire plus de sauts. Mais Patrick n'aimait pas qu'on lui dise non. Le danger le faisait se sentir vivant, même si cela poussait son corps à la limite. Lorsque les emplois d'acteurs se sont taris, Patrick s'est tourné vers la menuiserie. Lui et sa femme Lisa ont construit des maisons pour rester à flot. Il a appris par lui-même, lisant des livres de bibliothèque et apprenant sur le tas. Ce n'était pas facile. Les journées n'ont pas été consacrées à la construction de murs et à la pose de plancher. Les nuits étaient pour mémoriser des lignes ou envoyer des bandes d'audition. Patrick Seas n'a pas vraiment commencé son parcours hollywoodien avec un succès. 1969, il a fait ses débuts au cinéma dans Skate Town, USA, un film de roller disco sorti juste au moment où la mode du roller disco s'estompait. Il a joué un patineur veste de cuir nommé Ace et a fait tout son propre patinage. Ce n'était pas une doublure. C'était tout lui grâce à son expérience de danseur et de champion de patinage. Mais le film est rapidement devenu plus une blague qu'un tremplin. Les critiques l'ont démoli, le qualifiant de chaotique et de bon marché. Même des acteurs comme Scott Bio ont dit plus tard qu'ils aimeraient pouvoir l'oublier. Dans les coulisses, c'était tout aussi désordonné. Maureen McCormack, qui jouait l'un des rôles, a déclaré plus tard qu'il y avait une consommation de drogue ouverte sur le plateau. La cocaïne coulait à flot et rendait le tournage des scènes difficiles. Le film n'a pas bien marché non plus dans les salles de cinéma. Même les fans de roller disco ne sont pas venus voir un jeune acteur comme Seas. C'était un désastre qui aurait pu mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Mais seulement 4 ans plus tard, les choses ont changé. 1983, il a décroché un rôle dans The Outsiders, réalisé par Francis Ford Coppola. Le processus de casting était fou. Des douzaines de jeunes inconnus se sont présentés, dont beaucoup deviendraient plus tard de grandes stars. Tom Cruise, Rob Lowe, Alio Estaviz, Matt Dillon, Ralph Macchio et Diane Lane parmi eux. Seas a été choisi pour jouer Daryl Curtis, l'aîné de 3 frères orphelins. Ce qui est surprenant, c'est que son rôle dans Skate Town, USA, malgré sa mauvaise performance, l'a aidé à se faire remarquer par le producteur de Coppola. Cet échec s'est avéré utile. Après tout, les auditions ressemblaient plus à des compétitions. Les acteurs lisaient des lignes assis cercles les uns avec les autres, à tour de rôle, et regardant attentivement. Certains sont même venus aux mains. Rob Lowe a dit que Tom Cruise s'était fait frapper au visage pendant une lecture. Le film a rapporté 25,7 millions de dollars sur un budget de 10 millions de dollars. Plus important encore, il a présenté toute une génération de jeunes acteurs qui deviendraient le cœur d'Hollywood dans les années 1980.
Seas s'est distingué comme le frère aîné dur, et c'est ce film qui lui a donné sa deuxième chance. 1984, il a fait un autre bond avec Red Dawn. C'était le premier film à porter la cote PG-13. L'intrigue était intense. L'Union soviétique envahit les États-Unis et un groupe d'adolescents du Colorado devient une force de résistance. Seas a joué Jed Hurt, le chef. Il ne s'agissait pas seulement d'action. Son rôle exigeait une force tranquille et un sens des responsabilités. Le film est sorti au plus fort des craintes de la guerre froide et a été critiqué par les critiques qui l'ont qualifié de paranoïaque et trop patriotique. Mais les adolescents l'ont adoré. Il a rapporté plus de 38 millions de dollars aux États-Unis et est devenu un moment culturel. Le mot Wolverines, crié par les enfants dans le film, est apparu dans les écoles et les arrière-cours partout. Derrière la caméra, Seas était également un chef de file. Le réalisateur comptait sur lui pour garder les jeunes acteurs concentrés et il a pris cette responsabilité au sérieux. Seas a également laissé sa marque à la télévision. 1951, avant Red Dawn, il a joué dans MASH, dans un épisode intitulé Blood Brothers. Il a joué un jeune soldat nommé Gary Sturgis qui arrive avec une blessure mais apprend qu'il a la leucémie. La performance était honnête et émouvante. De nombreux fans disent encore que c'est l'un des épisodes les plus émouvants de la série. Dans une tournure étrange et triste, Seas a plus tard fait face à sa propre bataille contre le cancer. Il est décédé 2009 à seulement 57 ans d'un cancer du pancréas. Cet épisode de MASH semble plus lourd avec le recul parce qu'il était le seul personnage de la série à avoir jamais été diagnostiqué avec le cancer, ce qui donne l'impression d'un moment qui a résonné à travers le temps. 1935, tout a changé à nouveau. Seas a joué dans la mini-série sur la guerre de sécession North and South dans le rôle d'I.A. Maine. La série est devenue un événement télévisuel. Le premier épisode était la 7e mini-série la plus regardée de l'histoire des États-Unis. Elle suivait deux familles, une du Nord et une du Sud, à travers la guerre, l'amour et la perte. La performance de Seas a fait de lui un nom familier. Il était charmant, intense et tout à fait crédible tant qu'aristocrate du Sud, déchiré par la loyauté et les conflits. Il n'est pas apparu dans le dernier épisode, mais à ce moment-là, son image était déjà cimentée. Son alchimie, avec sa co-star Leslie Ann Down, s'est démarquée et les fans sont tombés amoureux de la romance entre leurs personnages. La production était massive, avec de vraies scènes de bataille et une énorme distribution de soutien. Plus de 10 millions d'exemplaires de la série de livres avaient été vendus 2007 et la mini-série attire toujours des téléspectateurs. Cela a prouvé que Seas n'était plus seulement un second rôle. Il pouvait porter une histoire sur ses propres épaules. Mais lorsque Dirty Dancing est arrivé, Seas ne voulait pas du rôle. Il pensait que le scénario était ringard. Cette ligne maintenant célèbre, « On ne laisse pas bébé dans un coin », le faisait fait grimacer. Il a failli refuser. Il a fallu des efforts de persuasion de sa femme et de son agent pour qu'il y jette un second coup d'œil. Au début, les producteurs avaient d'autres acteurs têtes, dont Billy Zane, mais quand Seas a lu avec Jennifer Grey, quelque chose a cliqué. Leur alchimie était indéniable et cela l'a aidé à décrocher le rôle. Même alors, les choses sur le plateau n'étaient pas faciles. Lui et Grey avaient un passé difficile depuis Red Dawn, où elle le trouvait immature et trop plein de lui-même. Avant le tournage de Dirty Dancing, il s'est excusé sincèrement, allant même jusqu'à pleurer pendant la conversation. Pourtant, les tensions se sont exacerbées. Une scène où il a passé sa main sur son bras a nécessité plus de 20 prises parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de rire. Sa frustration était réelle et cela s'est vu dans la prise qu'ils ont finalement utilisée. Leur tension à l'écran et hors écran a rendu l'histoire d'amour encore plus crédible. L'une des parties les plus inattendues de l'implication de Seas était une chanson. Il a coécrit et interprété She's Like the Wind, qui est devenue un succès mondial. Il l'a fait écrite 1984 avec un ami nommé Stacy Widlets. Elle était destinée à un autre film,
puis a été rejetée à nouveau lorsqu'elle a été proposée pour un autre film. Mais pendant qu'il était sur le plateau de Dirty Dancing, il a joué la démo pour les producteurs et ils l'ont adoré. Ils ne l'ont pas seulement aimé, ils ont fait une partie du cœur du film. Il l'a enregistré à Beverly Hills avec les meilleurs musiciens de ce studio et des chœurs de Wendy Fraser. Elle a atteint la 3e place du Billboard Hot 100, a dominé les charts adultes contemporains et est devenue un top 10 dans 9 pays. Des années plus tard, elle a même trouvé une nouvelle popularité France. La chanson a aidé les gens à le voir comme plus qu'un simple acteur. Il faisait maintenant partie de la culture pop à plusieurs niveaux. Dirty Dancing n'était pas censé être un succès massif. Il a été réalisé pour seulement 6 millions de dollars et sorti discrètement dans 975 salles de cinéma américaines. Mais dans ses 10 premiers jours, il a rapporté 10 millions de dollars. Il ne s'est pas arrêté là. Il a rapporté plus de 57 millions de dollars aux États-Unis et a continué à être projeté dans les salles de cinéma même après la sortie de la vidéo à domicile. Finalement, le film a rapporté plus de 214 millions de dollars dans le monde, 64 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 150 millions de dollars à l'étranger. La bande originale a joué un rôle énorme dans ce succès. Elle est devenue multiplatine et a remporté un Academy Award et un Grammy pour I've Had the Time of My Life. Sis a même reçu sa première nomination aux Golden Globes. Il est passé d'acteur travaillant à Star International moins d'1 an. Il est presque impossible d'imaginer Ghost sans Patrick Seas, mais la vérité est qu'il n'a jamais été le premier choix du studio. De grands noms comme Harrison Ford et Michael J. Fox ont été considérés avant lui. Certains ont renoncé au projet parce qu'ils ne croyaient pas qu'une histoire d'amour impliquant un fantôme pouvait fonctionner, mais Seas n'était pas prêt à abandonner. Il a auditionné avec tout ce qu'il avait, et cela a tout changé. Le réalisateur a dit plus tard que Seas n'avait pas seulement gagné le rôle, il avait sauvé tout le film. Sa présence, son engagement et sa volonté d'engager Whoopi Goldberg ont transformé une idée risquée, quelque chose d'inoubliable. Sans lui, Ghost n'aurait peut-être jamais été ce qu'il est devenu. Ce qui a vraiment fait briller Ghost, c'est la connexion entre Seas et Demi Moore. Leur alchimie à l'écran était si puissante qu'elle est devenue l'un des aspects les plus commentés du film. La scène de la poterie sur fond de Unchained Melody est devenue emblématique. Moore avait déjà été engagée, mais lorsque Seas s'est jointe à elle, le film a gagné quelque chose de rare. Leurs scènes ne semblaient pas répétées, elles semblaient brutes et honnêtes. Moore a dit plus tard que Seas avait un cœur bon et une profonde empathie qui transparaissait dans chaque regard, chaque mot. Ensemble, ils ont créé une sorte de magie dont on se souvient encore aujourd'hui. Personne ne s'attendait à ce que Ghost soit un succès massif. Il avait un budget modeste d'environ 22 millions de dollars. Mais lorsqu'il est sorti, juillet 1990, quelque chose a cliqué avec le public. Le film a rapporté plus de 55 millions de dollars dans le monde. Il est devenu le film le plus rentable de cette année, battant des géants comme Home Alone et Pretty Woman. Au Royaume-Uni, il a conservé la première place pendant 8 semaines consécutives. Australie, il est resté numéro 1 pendant 6 semaines. Aux États-Unis, il est devenu la VHS la plus louée 1941 avec plus de 646 000 exemplaires empruntés. Cela a prouvé qu'un film n'avait pas besoin d'un super-héros ou d'explosion pour dominer le box-office. Il avait juste besoin de cœur. Pour Seas, le film n'a pas seulement apporté l'or du box-office, il a également apporté le respect. Il a été nominé pour un Golden Globe du meilleur acteur. C'était sa 2e nomination, la première étant pour Dirty Dancing. Sa performance dans Ghost était pleine d'émotions, de chagrin, d'amour et de mystère. Elle a montré qu'il n'était pas seulement un danseur ou une star de l'action. Il pouvait diriger une histoire avec profondeur. La nomination a confirmé ce que les fans savaient déjà. Il était le vrai de vrai. Cela a ouvert des portes et a changé la façon dont l'industrie le regardait. Au moment où 1991 est arrivé, Seas était à son apogée. Le magazine People l'a nommé l'homme le plus sexy du monde.
Il ne s'agissait pas seulement de son apparence. Il avait une force tranquille, un charme du Sud et une profonde vulnérabilité qui le rendaient irrésistible. Sa co-star, Demi Moore, l'a décrit comme doux et robuste même temps. Mais Sis ne se limitait pas à la romance et à l'émotion. Dans Roadhouse, sorti 1989, il s'est lancé dans l'action. Le film était rempli de combats exagérés et de moments sauvages, comme la scène où il arrache la gorge d'un homme à main nue. Les critiques l'ont détesté. Roger Ebert a qualifié l'action d'absurde. Pourtant, il a rapporté 61 millions de dollars dans le monde sur un budget de 17 millions de dollars. Les fans ne se souciaient pas de ce que disaient les critiques. Ils l'ont adoré. Il a été diffusé continu sur le câble et VHS tout au long des années 90 et 2000. Le personnage de Cease, Dalton, avait un étrange mélange de dureté et de philosophie. Il citait des idées tirées de son diplôme de philosophie de NYU, tout abattant des voyous de bar. Le film était bizarre, violent et inoubliable. Il est devenu un classique culte, avec une pièce de théâtre, une suite et un remake 2024. Juste au moment où les gens pensaient avoir vu tous les aspects de Cease, il a montré un autre dans Point Break. Sorti 1991 et réalisé par Catherine Bigelow, le film le mettait scène dans le rôle de Bud, un surfeur et braqueur de banque quête de sensations fortes. Cease n'a pas fait semblant. Il était déjà un parachutiste certifié avec 55 sauts à la fin du tournage. Cette célèbre scène de chute libre n'était pas un cascadeur, c'était lui. Il a vraiment crié « Adios, amigo », plongeant dans le ciel. Il a failli mourir plusieurs fois pendant le tournage, non pas à cause du parachutisme, mais à cause du surf sur des vagues dangereuses. À un moment donné, il s'est tellement meurtri le sternum que l'équipe a dû modifier sa combinaison de plongée. Pourtant, il a continué. Le film a rapporté 83,5 millions de dollars et est devenu un film d'action déterminant. Ce n'était pas seulement excitant, c'était réel, parce que le danger était réel. Plus tard, cette même année, il a pris une tournure complètement différente dans Next of Kin. Cette fois, il a joué un flic de Chicago, issu d'une famille des Appalaches, pris entre la justice de la ville et la vengeance des montagnes. Son jeune frère est tué par la mafia, et son autre frère, joué par Liam Neeson, veut du sang. Le film mélange le crime urbain avec la tradition rurale au lieu d'une fusillade. Le point culminant présente des arcs, des couteaux et une embuscade de style backwood au milieu de la ville. Les critiques n'ont pas adoré. Siskel et Ebert se sont plaints de l'intrigue, mais avec le temps, il a trouvé une base de fans. Les gens ont été attirés par l'histoire émotionnelle, l'action unique et l'étrange mélange de culture urbaine et montagnarde. Il a également donné un aperçu des débuts de Liam Neeson, qui allait devenir une icône de l'action. Derrière toute la gloire, Patrick Sease a vécu une vie remplie de moments critiques. Sur Point Break, il a dit qu'il avait failli mourir 6 à 10 fois. Les scènes de surf étaient brutales. Il a été jeté sous les vagues, projeté contre sa planche et s'est retrouvé avec de profondes contusions. Sa poitrine a été tellement malmenée que la combinaison de plongée a nécessité un rembourrage supplémentaire. Dehors du plateau, il était tout aussi intrépide. Il adorait faire de la moto et du cheval. Les deux ont conduit à des accidents graves, y compris des accidents potentiellement mortels. Mais il n'a pas arrêté. Il croyait qu'il fallait faire ses propres cascades, même si cela signifiait risquer sa santé. Les amis et les producteurs étaient constamment inquiets. Mais Sease n'a jamais reculé. Il vivait pour le frisson, à la fois devant et hors caméra. Patrick Sease a vu Lisa Niemi pour la première fois 1970 au studio de danse de sa mère à Houston. Il avait 18 ans. Elle n'avait que 14. Lisa se souvenait de la façon dont tout le monde au studio considérait Patrick comme un tombeur. Quelqu'un avec du charme et du danger réunis. Mais ce qui était étrange, c'est que même si leur lien s'est développé lentement, ils ont tous les deux été avertis de rester à l'écart l'un de l'autre. Sa mère, Patty Sease, n'était pas seulement la fondatrice du studio, mais aussi une enseignante stricte et exigeante.
Tout le monde pouvait sentir cette tension dans la pièce. Pourtant, au fil du temps, Patrick et Lisa ont continué à se retrouver. 1975, ils se sont mariés. Patrick avait 22 ans. Lisa avait 19. L'écart d'âge et l'étincelle précoce ont soulevé des questions qui n'ont jamais complètement disparu. Même aujourd'hui, les gens regardent arrière et se demandent quel âge elle avait quand tout a commencé. De l'extérieur, leur mariage avait l'air parfait. 34 ans ensemble, main dans la main, sur les tapis rouges, souriant dans les interviews. Les fans croyaient aux contes de fées, mais à huis clos, les choses n'étaient pas si calmes. Les amis l'ont décrit comme un amour orageux. Passionné, oui, mais aussi plein de disputes et de combats sauvages. Certains de ces combats sont devenus violents. Des chambres d'hôtel ont été saccagées. Des meubles ont été brisés. Lisa a admis un jour qu'elle avait un tempérament de feu. Mais les initiés ont dit que c'était beaucoup plus profond que cela. Ils ont affirmé qu'elle le frappait, qu'il ne ripostait jamais, ne frappant que les murs ou jetant des objets juste pour relâcher la pression. Tous ceux qui les entouraient se taisaient, protégeant l'image d'un mariage parfait alors que le chaos régnait à la maison. Puis vint le chagrin, 1990. Juste au moment où Patrick atteignait le sommet de sa gloire avec Ghost, Lisa a fait une fausse couche. Ils avaient rêvé de fonder une famille. Ce rêve a disparu un seul instant. Patrick l'a décrit dans son livre comme écrasant. Ils ont pleuré dans le stationnement, se tenant l'un l'autre sous le choc. Ils ont essayé à nouveau, mais rien n'a fonctionné. Finalement, ils ont renoncé à l'espoir d'avoir un enfant. Lisa a dit qu'elle savait qu'elle avait attendu trop longtemps. Au lieu de cela, ils ont déversé leur amour dans leurs animaux et leur vie de ranch. La perte ne les a jamais quittés. Patrick a dit plus tard que ne pas devenir père était l'un de ses plus grands regrets. Ce silence dans leur maison est resté avec eux pour le reste de leur vie. Des amis ont dit que Lisa n'avait pas toujours été fidèle. Des rumeurs d'affaires l'ont suivie pendant des années. Certaines avec des hommes, d'autres avec des femmes. Des gens proches d'eux ont affirmé que ce n'était pas un secret dans leur cercle. Les employés du ranch, les amis communs, ils semblaient tous le savoir. Patrick, cependant, est resté fidèle. Il aurait pu tricher. Il était une star, mais il ne l'a jamais fait. Il l'aimait même quand elle le blessait. Cet amour rendait les trahisons encore plus difficiles à supporter. Personne à l'extérieur ne voyait cela. Pour le public, ils étaient toujours le couple de Dirty Dancing, enfermés dans un amour éternel. Mais derrière le rideau, les choses s'effondraient lentement. Les allégations de violence physique ont été parmi les plus difficiles à entendre. Des amis ont décrit Lisa se déchaînant, griffant et frappant pendant les disputes. Patrick ne ripostait jamais. Au lieu de cela, il brisait des lampes, claquait des portes, n'importe quoi pour éviter de la toucher. Certains ont dit que cela s'est même produit pendant qu'il était malade. Pendant ces derniers mois avec le cancer, certains membres de la famille n'ont pas été autorisés à lui rendre visite. Il y a eu des accusations selon lesquelles Lisa l'aurait isolé. Que ce soit vrai ou non, le contraste était saisissant. Public, les gens voyaient du soutien et du dévouement. Dans les coulisses, d'autres ont vu la peur, la douleur et le contrôle. Pourtant, Patrick n'a jamais cessé de se dépasser. 1995, il a surpris tout le monde jouant une drag queen dans To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. C'était un changement radical par rapport au rôle de dur qui l'ont rendu célèbre. Il a passé des heures à apprendre les mouvements, le maquillage et la performance. Et il ne se moquait pas du personnage. Il a apporté dignité, chaleur et élégance au rôle. Le public n'était pas prêt pour cela, mais ça a marché. Le film a rapporté près de 48 millions de dollars dans le monde. Et pour la communauté LGBTQ, cela signifiait quelque chose de plus profond. Patrick a été nominé pour un Golden Globe. C'était son 3e. Ce rôle a prouvé qu'il pouvait se transformer de plus de façon que physiquement. Ce rôle l'a également aidé à reprendre le contrôle de sa carrière. Au milieu des années 90, les choses ralentissaient. Ghost et Point Break étaient derrière lui. Le rôle de drag queen l'a aidé à briser le moule. La plupart des premiers rôles masculins l'ont refusé.
Même Tom Cruise a auditionné, mais Patrick l'a obtenu. Il a plongé dans la scène drag underground à New York pour faire des recherches. Il a encouragé ses co-stars et a donné tout ce qu'il avait. Ce n'était pas seulement courageux, c'était intelligent. Il a montré qu'il n'avait pas peur du risque, et cela a porté ses fruits. 1992, il a pris un autre risque. Cette fois, il ne s'agissait pas de style, mais de sens. Il a joué dans City of Joy, un film qui se déroule dans les quartiers les plus pauvres de Calcutta. Il a joué un médecin qui a tout perdu et a trouvé la paix aidant les autres. Patrick a dit que les gens qu'il y avait rencontrés ont changé sa vie. Il a vu la force chez des gens qui n'avaient ça mais n'avaient rien. Cette expérience a approfondi son intérêt pour le bouddhisme et la croissance spirituelle. Il n'agissait plus pour les feux de la rampe. Il cherchait quelque chose de plus grand. Il voulait comprendre la vie et la souffrance d'une manière plus profonde. Il est revenu à ses racines 2003 avec Chicago à Broadway. Pendant 2 semaines, il a joué Billy Flynn. Après cela, il a fait le tour du pays. Il a dansé, chanté, joué, tout ce qui le rendait génial au départ. Il avait été blessé au fil des ans, physiquement et émotionnellement. Mais, sur cette scène, rien de tout cela ne se voyait. Il était toujours électrique, toujours un showman. Le public a revu cette étincelle. Il n'était pas qu'une star de cinéma. C'était un artiste, et il n'a jamais perdu cette qualité. Puis est venu Donnie Darko 2001. Ce n'était pas un grand succès au cinéma. Il a rapporté un peu plus de 500 000 $ au début, mais DVD, il a explosé. Soudain, les étudiants étaient obsédés par lui. Patrick a joué un conférencier motivateur effrayant avec un sombre secret. C'était le contraire complet de ses rôles habituels. Il portait ses propres vieux vêtements des années 80 pour le rôle qui le rendait encore plus réel. Les gens ont vu une facette différente de lui. Les jeunes fans qui n'ont pas grandi avec Dirty Dancing l'ont maintenant vu sous un tout nouveau jour. 2008, tout a changé. Patrick a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4. Il s'est tourné vers Lisa et a dit « Je suis un homme mort ». Il savait déjà ce que cela signifiait. Il l'avait déjà vu. C'était toujours fatal. Seulement 9% des personnes vivent 5 ans avec ce diagnostic. La plupart meurent 1 an. Seul un patient sur 5 est même admissible à la chirurgie. Patrick savait dès le premier jour que c'était la fin. Pourtant, il a survécu près de 20 mois. Cela seul était une bataille que peu pouvaient gagner. 2009, Barbara Walters l'a interviewé. Il ne s'est pas caché derrière de faux sourires ou de l'espoir. Il a dit « Vous pouvez parier que je traverse l'enfer. » Il a raconté l'histoire du réveillon du Nouvel An où le champagne lui a brûlé l'estomac. C'est là qu'il a su que quelque chose n'allait pas. Puis la jaunisse, puis les analyses. Quand elle lui a demandé s'il avait peur, il s'est arrêté et a dit oui et non. C'était réel, brut. Il ne voulait pas de sympathie. Il voulait juste que les gens comprennent ce que la lutte était vraiment. Même avec toute cette douleur, il est retourné au travail. Il a filmé The Beast, un drame policier pour AE. Il a refusé les analgésiques parce qu'il ne voulait pas qu'ils interfèrent avec son jeu d'acteur. Le pilote a été tourné quelques semaines seulement avant son diagnostic. Il a continué tout au long du traitement. L'émission est sortie janvier 2009, c'était son dernier rôle. Il a tout donné et c'est devenu un dernier hommage à sa force, à sa détermination et à son amour du métier. Mais tout n'était pas qu'une question de travail. Une chose à propos de Patrick qui a choqué les gens était sa consommation de tabac. Il avait fumé pendant 40 ans, jusqu'à 3 paquets par jour. Même après son diagnostic, il n'a pas arrêté. Il a dit que cela semblait inutile à ce stade. Certains médecins étaient en d'accord à son d'ordre du nom. Le tabagisme cause environ 1/3 de tous les décès par cancer du pancréas. Patrick a admis que cela avait probablement joué un rôle dans ce qui lui était arrivé. Cette vérité a frappé fort pour de nombreux fans. C'était un rappel que même les stars ne sont pas à l'abri des mauvaises habitudes. Au fur et à mesure que la maladie s'aggravait, son corps changeait rapidement. Il est passé d'un danseur fort de 180 à seulement 90 lb. Il pouvait à peine bouger. La douleur était constante. Sa femme a appelé ça un cauchemar.
Chaque jour était une lutte. Il avait été un homme de mouvement, plein de vie. Et maintenant, il était piégé dans un corps qui ne pouvait plus le porter. C'était une fin cruelle pour quelqu'un qui semblait autrefois inarrêtable. Mais, même à la fin, l'amour était toujours là. Lors de son dernier jour, Patrick a regardé Lisa et a dit « Je t'aime ». Ce furent ses derniers mots. Elle l'a dit retour, puis il est tombé dans le coma. Il est mort le lendemain matin, le 14 septembre 2009. Il avait 57 ans. Quels que soient leurs défauts, quelle que soit la douleur, ce moment était